Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler des lois du service public. Alors les lois du service public, qu'on appelle également les lois de Roland, du nom du professeur de droit qui les a dégagées, ce sont des principes généraux qui régissent l'ensemble des services publics, c'est-à-dire que tous les services publics, qu'ils soient administratifs ou bien industriels et commerciaux, qu'ils soient gérés par une personne publique ou par une personne privée, sont soumis à ces principes. Et les trois lois qui ont été dégagées par le professeur Roland, ce sont les suivantes. La continuité du service public, l'égalité devant le service public, la mutabilité du service public, et en fait à ces trois lois, on peut y ajouter une quatrième loi qui est la neutralité du service public, qui découle du principe d'égalité. Mais donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à chacun de ces différents principes. Commençons avec le principe de continuité du service public. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce principe a valeur constitutionnelle, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision droit de grève à la radio et à la télévision de 1979. Mais qu'est-ce qui signifie ce principe? Eh bien, ce principe, il signifie que le service public doit fonctionner de manière continue et régulière. Pourquoi? Tout simplement parce que le but du service public, c'est de satisfaire l'intérêt général. Et l'intérêt général ne peut pas être satisfait de manière discontinue. Alors toutefois, ce principe de continuité, il ne s'applique pas dans les mêmes conditions pour tous les services publics. Certains services publics doivent fonctionner de manière permanente, sans aucune interruption, par exemple la police, les hôpitaux, qui naturellement ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner parce que les conséquences seraient trop graves, mais d'autres services publics n'ont pas à fonctionner jour et nuit, 365 jours par an. Ils doivent simplement être accessibles de manière régulière. Par exemple, un musée ou une bibliothèque peuvent tout à fait fermer la nuit et certains jours de la semaine sans violer le principe de continuité. Alors en revanche, ce principe de continuité, il est mis à mal lorsque les agents des services publics exercent leur droit de grève. Et oui, parce qu'à partir du moment où les agents publics font grève, potentiellement le service public, il fonctionne plus. Et c'est pourquoi, pour préserver le principe de continuité du service public, la loi apporte parfois des limitations au droit de grève des agents publics. Et donc ainsi, certains agents publics sont tout simplement privés du droit de grève par la loi. C'est le cas notamment des policiers, des militaires ou encore du personnel pénitentiaire. Et pour les autres agents publics, oui, ils peuvent faire grève, mais ils doivent respecter un préavis de 5 jours. C'est-à-dire que l'agent qui souhaite faire grève doit prévenir, au moins 5 jours avant la grève, l'autorité hiérarchique ou la direction de son administration. Et puis enfin, certains services publics, en cas de grève, doivent tout de même respecter un service minimum, c'est-à-dire maintenir une partie de l'activité. Par exemple, pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, si jamais un enseignant fait grève et qu'il est impossible de le remplacer, les élèves doivent pouvoir bénéficier d'un service d'accueil pendant le temps scolaire. Ça, c'est donc le principe de continuité. On passe maintenant au principe d'égalité devant le service public. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que ce principe d'égalité, tout comme le principe de continuité, il a valeur constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui signifie ce principe d'égalité? Ce principe d'égalité, il se manifeste de deux manières distinctes. L'égalité d'accès aux services publics et l'égalité de traitement entre les usagers du service public. Donc en gros, tout le monde doit pouvoir accéder aux différents services publics dans les mêmes conditions, et ensuite,
Tout le monde doit être traité de la même manière au sein du service public, sans discrimination ni avantage particulier. Mais attention parce que cette égalité de traitement des usagers du service public, elle ne vaut que si les usagers sont dans une situation identique. Mais si les usagers du service public sont dans des situations différentes, et bien à ce moment-là, ils peuvent être traités différemment. Exemple, on peut penser à un musée, c'est un service public, qui pratiquerait des tarifs différents en fonction des catégories d'usagers. Par exemple, des tarifs réduits pour les étudiants ou encore des tarifs carrément inexistants pour les enfants. Et bien cette différence de traitement, elle est possible parce que les usagers sont dans des situations différentes. Ça, c'est donc le principe d'égalité devant le service public. Et comme je vous l'ai dit précédemment, de ce principe d'égalité découle un principe de neutralité du service public. Principe de neutralité qui impose de ne pas discriminer les usagers du service public en fonction de leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Et la conséquence de ça, c'est que les agents publics doivent rester neutres dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent traiter tous les usagers de façon égale, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Et plus encore, ce principe de neutralité, il interdit aux agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, de manifester leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Ainsi, par exemple, un agent public ne doit porter aucun signe religieux visible, et il ne doit pas non plus faire preuve de prosélytisme, c'est-à-dire avoir une attitude ayant pour but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues. Donc principe de neutralité du service public. Et on arrive maintenant au quatrième principe, qui est la mutabilité du service public, également appelé principe d'adaptabilité ou encore principe d'adaptation constante. L'idée de ce principe, c'est la suivante. Vous savez que le service public a pour but la satisfaction de l'intérêt général, c'est-à-dire la satisfaction des besoins collectifs de la société. Mais ces besoins de la société, ils changent, ils évoluent avec le temps. Et donc, le service public doit s'adapter à ces évolutions de la société. Autrement dit, les modalités d'organisation et de fonctionnement du service public doivent évoluer en fonction de l'évolution de l'intérêt général. Et c'est pourquoi le principe de mutabilité autorise l'administration à modifier l'organisation et le fonctionnement du service public. L'administration, qu'est-ce qu'elle peut faire ? On peut donner des exemples concrets. Elle peut, par exemple, réorganiser des lignes de bus ou de train. Elle peut modifier les programmes scolaires. Elle peut aussi, par exemple, fermer un guichet physique pour le remplacer par un service en ligne. Parce que oui, le principe de mutabilité implique que le service public s'adapte aux progrès techniques. Et conséquence importante, les usagers n'ont pas le pouvoir de s'opposer aux modifications du mode d'organisation et de fonctionnement d'un service public. Ils n'ont pas de droit acquis au maintien d'une réglementation dans leur relation avec le service. C'est pourquoi, par exemple, les changements de tarifs du service public sont immédiatement applicables au contrat en cours avec les usagers. Par exemple, si le prix de l'abonnement de transport en commun augmente, l'usager, il ne peut pas refuser de payer le nouveau tarif au motif qu'il utilisait le service auparavant à un prix plus bas. Il n'a pas de droit acquis au maintien du tarif. Et puis, ce principe de mutabilité, il permet même à l'administration de carrément supprimer un service public. Parce qu'en effet, les usagers, ils ne bénéficient pas non plus d'un droit au maintien du service. On peut là encore donner un exemple. On peut penser par exemple à une commune
qui pourraient tout à fait décider de fermer une piscine municipale ou encore, par exemple, une crèche municipale, si jamais le coût devient trop élevé ou si la fréquentation baisse. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, et puis maintenant, si jamais vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir de bonnes notes en droit administratif et pour réussir vos examens dans cette matière, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de 20 fiches en droit administratif, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.